Pouvons aujourd'hui pour parler on va dire deux mots sur le devoir, mais voilà, de faire une ultime séance, une séance conclusive sur la question de la parole, au cours de laquelle en fait je tiens à faire deux choses qui me semblent très importantes. Dans un premier temps, un petit peu nuancer ce qu'on a dit et introduire une distinction entre l'art rhétorique et l'art oratoire. Une distinction, vous allez voir, qui appartient à la fois au langage courant, mais qu'on a un peu laissé de côté. Et puis, deuxièmement, sera dans la vidéo suivante, en fait, hein, cette séance va être coupé en deux vidéos, scindé en deux vidéos, une réflexion un peu sur les régimes autoritaires, nazis, fascistes, totalitaires, et le rapport à la rhétorique, parce qu'on dit souvent que voilà, Hitler et Mussolini étaient en fait deux orateurs extraordinaires, c'est ça qui leur a permis de parvenir au pouvoir et de se maintenir au pouvoir. Un petit peu étudier ce cliché qui a la vie dure et qui colle pas vraiment aux faits. Voilà. Alors pour l'instant, donc là j'ai mis le plan disons, sur la partie l'orateur n'est pas forcément un escroc. Alors que quand on parle d'un rhéteur, souvent c'est quand même très péjoratif. Voilà. Alors il se trouve que cette distinction, dans la langue française, on peut l'entendre. Mais par contre, quand on est dans un contexte grec, c'est très difficile, puisqu'il n'y a qu'un seul mot. Le mot orateur vient du latin, le mot rhéteur, rhétorique, c'est du grec. Donc, en fait, les Grecs n'ont qu'un seul mot pour désigner, en fait, à la fois les bons et les mauvais aspects, si vous voulez, de la rhétorique, hein, c'est-à-dire à la fois, si vous voulez, la critique socratique que l'on trouve dans le Gorgias, par exemple, et puis la réhabilitation que l'on trouve, par contre, dans le Phèdre, ou plus tard dans l'œuvre d'Aristote, qui a vraiment tenu à réhabiliter la rhétorique et à y trouver une forme de dignité. Une forme de dignité qu'en français, on désignera plutôt avec le terme d'art oratoire. Mais évidemment, quand on est dans le contexte grec, bon, bah, on n'y a qu'un seul mot, donc on parlera de rhétorique dans les deux cas, ce qui peut prêter à confusion, évidemment. Alors, entre parenthèses, dans le devoir donc, que j'ai corrigé la semaine dernière, justement, en fait, je vous demandais d'un peu jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire d'un côté montrer, oui, la possibilité d'une manipulation par la rhétorique, comme Socrate l'explique longuement dans le Gorgias, et en même temps la possibilité d'une réconciliation avec la philosophie, et donc la possibilité d'une réhabilitation de la rhétorique, dans la mesure où celle-ci accepterait de se subordonner à l'étude de la philosophie, c'est-à-dire à la recherche de la vérité dans le cursus d'éducation. Voilà. Alors, du coup, si vous voulez, dans ce cours, je tiens un petit peu à mettre l'accent plutôt sur le deuxième aspect, c'est-à-dire sur la réhabilitation, sur la dignité de la rhétorique, ou peut-être, devrait-on dire, de l'art oratoire. Alors, je vais plutôt commencer par parler d'Aristote. Après, quand on parlera de la modernité, ce sera dans la seconde vidéo. Bon, alors, en fait, voilà, la noblesse de la rhétorique. Le texte que je vous ai donné, qui est tiré des Politiques, est très célèbre et il me semble intéressant justement au sens où il propose en fait une réflexion beaucoup plus méliorative sur le sujet de la rhétorique. Alors, c'est le début des Politiques. Alors oui, alors on dit la politique ou les politiques, c'est un peu comme on veut. Vous savez qu'Aristote, enfin les auteurs grecs en général, n'ont pas du tout choisi le nom de leurs œuvres. Hein. Les œuvres grecques n'avaient pas de titre, et ce sont les bibliothécaires alexandrins, à Alexandrie, hein, qui, pour classer les œuvres des anciens, ont trouvé des titres, ont dû chercher des titres, et donc
Pour cet ouvrage d'Aristote, en fait, ils ont rassemblé des traités de politique, et ils ont appelé ça donc ta politica, c'est-à-dire les traités de politique, les traités qui traitent de politique. Donc c'est un pluriel, les politiques. Parfois on le traduit aussi au singulier, la politique. C'est pas très important. Bon, alors. Voilà le passage. Que l'homme soit un animal politique, pardon, à un plus haut degré qu'une abeille ou que quelque autre animal vivant à l'état grégaire, cela est évident. La nature, qui selon nous ne fait rien en vain, rien sans raison, a fait que l'homme, seul de tous les animaux, possède la parole. Or, tandis que la voix ne sert qu'à indiquer la joie et la peine, et appartient pour cette raison à certains autres animaux également, le discours, quant à lui, sert à exprimer l'utile et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. Et l'injuste, pardon. Hein, exprimer le juste et l'injuste. Une petite incorrection. Le juste et l'injuste. Bon, alors, ce passage est très célèbre et en fait il présente, si vous voulez, la parole comme centrale dans son rôle d'humanisation. Hein, et la parole notamment en tant qu'elle est parole politique, en tant que c'est la parole qui permet en fait la vie en communauté, hein, la famille et la cité, dit Aristote à la fin de l'extrait. Et donc c'est la parole qui permet la vie collective et justement c'est cette vie collective qui permet à l'homme de s'épanouir, de devenir véritablement humain. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, l'intérêt de ce passage, hein, c'est de présenter la parole, et notamment la parole publique, comme déjà le fondement de la vie politique, et donc par là, ce qui permet aux hommes de devenir véritablement humains. C'est-à-dire que, en fait, la parole a ici une fonction anthropologique, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple outil. Je mentionne ça ici dans les notes de cours que je vous ai données. Je me permets d'ici un petit peu nuancer la perspective évolutionniste que nous avions évoquée, c'était maintenant il y a bien longtemps, cet automne. Perspective évolutionniste, vous savez, qui présente en fait la parole simplement comme une émergence au cours de l'histoire humaine, hein, comme un outil qui aurait été mieux adapté que le langage gestuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hommes seraient rendus compte qu'il est plus commode de communiquer par des sons et même par des mots plutôt que par des gestes. Bon, et alors c'est probablement vrai au point de vue historique, au point de vue des faits, bon, c'est certainement tout à fait exact, pour autant qu'on puisse en juger, mais je crois que plus profondément, à partir du moment où les hommes se sont mis à communiquer par la parole plutôt que par des gestes, eh bien, la parole est devenue beaucoup plus qu'un simple outil, même si elle est née en tant qu'instrument, même si elle est née dans un contexte instrumental, hein, la parole allait devenir beaucoup plus qu'un simple moyen, puisque précisément la parole est l'institution qui fait que les hommes vont devenir humains. Donc c'est pas simplement comment dire, un instrument secondaire, si vous voulez, mais au contraire quelque chose qui est au cœur vraiment de notre être. Et c'est ça que dit Aristote, c'est pour ça que ce passage me semble vraiment passionnant. C'est-à-dire que la thèse qu'on trouve constamment chez Aristote, c'est que l'homme ne peut être véritablement lui-même, l'homme ne peut être véritablement épanoui et humain que par la compagnie de ses semblables. Hein. Un être humain isolé et seul, dit Aristote, est comme une pièce isolée au tric-trac. Tric-trac, c'est un jeu qui existait déjà dans la Grèce antique. Hein. C'est le backgammon. Un humain isolé est comme une pièce isolée, ne sert à rien. Et en fait, pour que un individu puisse s'accomplir, il a besoin des autres individus. Un homme qui vit seul est soit au-dessus de l'humain, soit en dessous de l'humain, hein, c'est ce qu'il écrit juste dans le passage qui suit votre extrait, soit c'est une bête, soit c'est un dieu. Hein. Mais l'être humain, en tant qu'être humain, a besoin de la compagnie de ses semblables pour se réaliser, hein, pour devenir authentiquement humain. Nous avons besoin de la vie en communauté. On peut être heureux qu'en communauté. Alors voilà, un message à réfléchir en ces temps de confinement, de coronavirus. Ça veut dire en fait que l'homme, pour être complet, a besoin de ses semblables, parce que l'homme n'hérite pas son être de la nature. Je veux dire, les animaux, les hommes ont fort à faire pour devenir véritablement humains, parce que nous n'héritons pas passivement
de notre être, nous avons au contraire à l'acquérir de par l'extérieur, c'est-à-dire que nous devenons humains grâce à l'héritage de nos devanciers, hein. Ne serait-ce que, évidemment, pour ce qui est de la parole, mais même plus profondément pour ce qui est, on l'avait dit en cours, de la station verticale, enfin toutes les propriétés qui définissent l'humanité, en fait, nous viennent de la compagnie des autres. Et par conséquent, pour devenir véritablement humain, nous avons besoin d'une institution qui nous permette de communiquer, bon, c'est le langage, et nous avons besoin de vivre au contact des autres. C'est-à-dire que nous avons besoin de la vie collective, nous avons besoin de la vie en cité, hein, et c'est pour cela qu'Aristote explique que la cité est autosuffisante à ses yeux, c'est-à-dire ce qu'est véritablement une cité, c'est le lieu où il y a tout pour devenir humain, hein, où il y a tout ce qu'il faut pour devenir humain, c'est-à-dire en fait des institutions collectives qui permettent de donner aux êtres humains, voilà, ce qui leur permet de se qualifier ainsi, se qualifier comme humains. Bon. Et donc, alors voilà, ça c'est la théorie générale d'Aristote. Alors plus précisément, pour ce qui est de la parole publique, vous voyez que du coup, la parole publique a une dignité particulière, c'est-à-dire que c'est grâce à la parole dans le milieu collectif, dans la communauté, que nous allons pouvoir devenir nous-mêmes et devenir humains, hein. C'est-à-dire elle constitue concrètement le lien politique, hein. Et par conséquent, l'art du discours est légitime. L'art du discours, c'est pas simplement une technique de manipulation, comme chez les sophistes, excusez-moi, ou comme chez les rhéteurs au mauvais sens du terme, hein. Mais l'art du discours est essentiel. Alors précisément, comment ça se passe? Comment l'art du discours pourrait nous faire devenir humains? C'est quand même étrange cette idée. En fait, Aristote prend constamment les deux mêmes exemples. L'art du discours permet de faire deux choses à ses yeux, principalement, c'est d'exhorter et de réprimander, hein. Ce sont les exemples qu'il prend toujours pour montrer la puissance du discours, exhorter et réprimander. C'est-à-dire qu'en fait, en exhortant et en réprimandant, le discours va pouvoir faire naître en fait de nouvelles dispositions et de nouvelles passions, de nouveaux désirs. C'est-à-dire dans un cas donner de la honte et dans l'autre cas donner du courage. Quand il s'agit d'exhorter, eh bien le discours aura vocation à donner courage aux hommes, et quand il s'agit par contre de réprimander, le discours produira de la honte chez l'auditeur. C'est-à-dire qu'en fait, par la puissance des mots, on peut transformer les dispositions affectives des auditeurs, hein, et les tourner dans un sens qui obéisse à la raison. Il y a là quelque chose qui est absolument fondamental dans la vision de l'homme que propose Aristote, et qui me semble particulièrement pertinente, c'est que nos désirs sont capables, dans une certaine mesure, d'obéir à la raison, hein, et notamment sous l'influence du discours qui exhorte ou qui réprimande. C'est-à-dire que nos désirs ne sont pas simplement des sortes de pulsions animales rebelles à toute forme d'intelligence et de compréhension, de raison, hein, mais nos désirs, en fait, sont capables de se plier, d'écouter la voix de la raison, hein, et ce qui le prouve précisément, c'est que lorsqu'on a le moral complètement abattu, eh bien des mots bien trouvés, des mots judicieusement choisis, de belles phrases peuvent nous redonner de l'ardeur, nous redonner du courage, nous redonner de l'espoir, hein. Et c'est la même chose lorsque, à l'inverse, on est sur le point de commettre quelque chose de honteux, une infamie, ou quelque chose de peu glorieux, eh bien un discours bien trouvé pourra au contraire nous faire rentrer en nous-mêmes, hein, et nous faire éprouver de la honte devant une action vilaine, devant une action honteuse. Et ce sont toujours ces deux exemples que prend Aristote pour montrer comment le discours permet de transformer la nature des désirs, c'est-à-dire de les faire passer d'un stade, d'une qualité, on va dire, animale à une qualité proprement humaine, hein. Et donc c'est pour cela que Aristote définit l'homme comme zoon logikon, c'est-à-dire un animal. Alors comment on traduit ça? C'est compliqué. Hein, un animal capable de parole, doué de parole, zoon logikon, et on peut dire aussi, on peut traduire également un animal rationnel, un animal capable de raison. C'est le même mot, logos, hein, en grec, qui veut dire la parole et qui veut dire la raison. Et donc ce que ça veut dire, c'est que en fait notre être animal est capable de se hisser à la raison sous l'influence des discours de nos maîtres, de nos précepteurs, de nos parents, et dans ce cas-là, la parole publique, la parole collective a évidemment une
pardon, une importance anthropologique, hein, une fonction anthropologique, et donc Aristote pourra dire indifféremment zoon logikon ou zoon politikon, c'est-à-dire l'homme comme animal raisonnable ou comme animal doué de parole, et comme animal politique. En fait, ces deux formules, ne sont pas substituables, mais disons renvoient l'une à l'autre, hein, puisque si l'homme est capable de vie politique, c'est parce qu'il est capable de parole, hein, et si l'homme est capable de s'épanouir, c'est parce qu'il est capable de vie collective grâce aux moyens de la parole. Voilà. Alors, je vous propose à présent de nous retrouver dans la seconde vidéo où on va confronter cette belle théorie qui fait vraiment l'éloge de la parole publique, hein, de la confronter avec, avec les usages totalitaires de la parole au XXe siècle. Alors, c'est un peu le grand écart, mais vous allez voir, ça me semble, la confrontation me semble fertile. Voilà, donc on se retrouve dans la vidéo suivante.